L'histoire de la colonisation, c'est l'histoire d'un grand bouleversement qui a façonné le monde tel que nous le connaissons. Pendant plusieurs siècles, la France a en effet édifié au-delà des océans un empire colonial de 11 millions de kilomètres carrés. Un empire qui a été conquis par la force et dans le sang. Un empire où vivaient des dizaines de millions d'habitants, maintenus dans une situation de soumission, et qui pourtant n'ont jamais cessé de se battre pour se libérer du colonisateur. Des peuples que la France s'est finalement avérée incapable d'accompagner vers l'indépendance, quand il en était encore temps. Cette histoire, c'est la nôtre. Elle nous raconte aussi la France d'aujourd'hui, alors que de cette confrontation violente entre des peuples est née une irréversible communauté de destin. Lorsque les frères Lumière inventent le cinéma en 1895, cela fait déjà plusieurs décennies que la France est en train de façonner son empire colonial. Sur le vieux port de Marseille, l'opérateur Alexandre Promiot s'embarque avec sa nouvelle caméra, à destination de ses colonies françaises. Le cinéaste imagine rapporter de son voyage des bobines pleines de rêves exotiques et de grandeur nationale. Mais ce que les images de ce précurseur du cinématographe ne montreront pas, c'est que cette extension territoriale a été, partout, le fruit de conquêtes militaires particulièrement violentes. Car là où la France a tenté de planter son drapeau, elle a dû faire face à une résistance acharnée. Parvenu de l'autre côté de la Méditerranée, Alexandre Promiot découvre le port d'Alger, façonné par des années de présence française. Promiot capte pour nous l'étonnante place du gouvernement, mélange colonial si typique quand se côtoie la tradition religieuse locale et la passion de la République pour les statues de ses gloires militaires. L'opérateur est fasciné par l'exotisme méditerranéen qui s'offre à lui. Dans l'objectif de Promiot, la capitale de l'Algérie semble bien sûr apaisée, car cela fait 60 ans que les Français se sont installés ici. Pourtant, cette conquête de l'Algérie a été une véritable guerre, longue et meurtrière. Une conquête qui commence en juin 1830, lorsque la flotte française bombarde Alger à la demande du roi Charles X, sous prétexte de libérer des esclaves chrétiens. En réalité, le roi veut redonner de l'éclat à son règne et surtout favoriser les armateurs du port de Marseille. Grâce aux peintures d'Horace Vernet, qui a immortalisé cette conquête, nous mesurons la violence d'une campagne dirigée par le maréchal Bugeaud. Bugeaud, monarchiste exalté, a fait le choix d'une guerre sans merci. Ses troupes ont l'ordre de tout détruire sur leur passage. Pillage, viol, destruction. Le pays est bientôt à feu et à sang. Une politique de la terre brûlée
pour tenter de venir à bout de la résistance féroce organisée par l'émir Abdelkader, qui a rassemblé plusieurs tribus algériennes. Face à l'acharnement du théologien musulman, Bugeaud manque bientôt de troupes et doit recruter sur place des supplétifs de l'armée française. On choisit alors dans les tribus hostiles à Abdelkader des cavaliers qui forment le premier régiment de spahis algérien. Un renfort crucial pour les troupes de Bugeaud qui finissent par prendre le dessus. Premier héros d'une nation algérienne qui n'existe pas encore, mais dont il a fait souffler l'esprit, Abdelkader est condamné à l'exil en 1847, comme le seront la plupart des chefs de guerre qui vont se dresser contre la France. Il faudra plusieurs dizaines d'années aux soldats français pour finalement conquérir l'ensemble du territoire, d'Oran jusqu'à Constantine. Une conquête sanglante qui aura fait plusieurs centaines de milliers de victimes du côté algérien. Et voilà la France qui fait de l'Algérie une colonie de peuplement, se déployant dans les principales villes du pays, comme ici, à Tlemcen. Les premiers à s'installer seront les ouvriers parisiens des manufactures nationales mis au chômage et incités à tenter leur chance en Algérie. Puis ce seront les paysans des campagnes françaises, d'Espagne ou d'Italie, qui pour tenter d'offrir un avenir décent à leurs enfants, répondront à l'appel du gouvernement français. Comme le feront des milliers d'Alsaciens fuyant l'occupation allemande après 1870. Ces familles ordinaires et travailleuses découvrent ce western saharien avec ses diligences et ses escortes militaires pour s'enfoncer vers l'intérieur des terres. Souvent, à leur arrivée, ces émigrés européens ne possèdent que ce que le gouvernement veut bien leur offrir. C'est ce que raconte ce paysan de Franche-Comté. En arrivant, on nous a donné une maison, mais il n'y avait ni pain, ni eau. Nous avions seulement une couverture, une paillasse vide et un drap pour coucher 12 personnes. Puis on nous a délivré nos concessions, qui ne sont pas aussi régalantes que nous le pensions d'abord. Des terres que les colons vont s'acharner à féconder, et qui souvent ont été réquisitionnées par l'administration au détriment des Algériens. Bientôt, des villages entiers sont construits selon les plans fournis par le génie militaire. Un rectangle de 500 mètres de long, percé de 7 rues alignées et se coupant à angle droit, dont plusieurs emplacements sont réservés pour l'école, la mairie et l'église catholique. Alors que cette colonisation fait l'unanimité à Paris, quelques voix tentent de s'élever contre cette prétention de vouloir reproduire ici la France en miniature. C'est le cas du journaliste et écrivain Guy de Maupassant, qui s'étonne de cette transformation de la ville d'Alger lorsqu'il est envoyé en reportage par le journal Le Gaulois. Dès les premiers pas, on est gêné. C'est nous qui avons l'air de barbares au milieu de ces barbares, mais qui sont chez eux, et à qui les siècles ont appris des coutumes dont nous semblons n'avoir pas encore compris le sens. Nos maisons parisiennes, nos mœurs que l'on veut imposer, nos usages, tout cela choque sur ce sol, comme de grossières fautes d'art, de sagesse et de compréhension. Tout ce que nous faisons ici semble un défi à la terre elle-même.
Cette étonnante Algérie coloniale, que Guy de Maupassant critique en 1880, est devenue la fierté de la République. 3 départements, d'Alger, d'Oran et de Constantine, qui sont venus renforcer l'ancien domaine colonial français, né au XVIIe siècle. Voilà en effet près de 300 ans que la France est présente dans les Caraïbes, sur les îles de la Guadeloupe et de la Martinique. Des siècles pendant lesquels les Européens ont organisé la traite d'esclaves venus d'Afrique. Des dizaines de milliers d'hommes et de femmes arrachés à leur village parce que vendus par quelques rois africains complices, puis installés de force dans ces îles pour y travailler dans les plantations de canne à sucre ou de cacao. Des esclaves qui vont se rebeller à plusieurs reprises et qui en 1848 obtiennent par leur combat non seulement l'abolition de l'esclavage en France, mais aussi la pleine citoyenneté française, donnant naissance dans les Antilles à une société métissée qui revendique de prendre toute sa place dans la République. Les anciennes colonies, c'est aussi la Guyane française, accrochée à l'Amérique du Sud, qui était à l'origine une colonie pénitentiaire avec le bagne de Cayenne. C'est enfin l'île de l'océan Indien, au large des côtes africaines, que l'on appelait Bourbon et qui est devenue l'île de la Réunion. De cet ancien domaine colonial, la France s'apprête à faire un empire. Car une course au territoire vient de s'enclencher avec la Grande-Bretagne. Les 2 pays vivent alors une révolution industrielle, du charbon et de l'acier, qui leur donne une puissance financière et militaire sans précédent. Une expansion territoriale leur permettrait de trouver les matières premières, comme les débouchés commerciaux nécessaires à leur industrie en plein développement. L'époque sera donc celle des empires et de l'impérialisme. C'est-à-dire la domination d'un peuple par un autre peuple, afin de contrôler les richesses de territoires toujours plus vastes. Et cette domination qui nourrit les imaginaires, ils vont être nombreux parmi les élites françaises à la défendre ardemment. Lorsqu'il devient chef du gouvernement, le républicain de gauche Jules Ferry revendique pleinement cette ambition coloniale. Question de développement économique, mais aussi question de puissance qu'il faut retrouver après la défaite contre la Prusse en 1870. Ferry se lance alors dans une politique coloniale d'ampleur. Son premier objectif est de contrer les velléités britanniques et italiennes en Afrique du Nord. Sa première cible sera donc la Tunisie. Prétextant la dette contractée par le bey de Tunis auprès de banques françaises et la tension qui règne à la frontière de l'Algérie, le gouvernement décide d'intervenir militairement. Plusieurs cuirassés français se dirigent vers le port de Bizerte. 6000 soldats débarquent et marchent sur Tunis. Le bey de Tunisie, dans son palais du Bardo, ne peut résister militairement à la France. Il est obligé d'accepter en 1881 que son pays devienne un protectorat français. La Tunisie est désormais sous le contrôle étroit d'un résident général nommé par Paris. Pour Jules Ferry, cette expansion française, patriotique et économique, se double d'un objectif moral. La colonisation est pour lui une question de civilisation.
Comme beaucoup à l'époque, Ferry a la conviction que les Européens ont le devoir de civiliser ces races d'Afrique et d'Orient, que l'on considère alors comme inférieures. C'est ce qu'il explique aux députés. Est-ce que quelqu'un peut nier qu'il y a plus de justice, plus d'équité, plus de vertu sociale dans l'Afrique du Nord depuis que la France a fait sa conquête? À la Chambre des députés, il n'y aura guère que le républicain Georges Clemenceau pour oser contester cette thèse d'une hiérarchie entre les races et répondre à Ferry. Depuis que j'ai vu en 1870 des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue parce que le français est d'une race inférieure à l'allemand, j'y regarde à deux fois avant de me retourner vers un homme et de le qualifier d'inférieur. Mais la France, qui rêve d'avancées technologiques et de modernité en cette fin du 19e siècle, n'entendra pas Clemenceau. Et la gauche préfère se rallier à l'idée d'une colonisation civilisatrice, fidèle à la philosophie des Lumières. Une colonisation qui, au nom du progrès humain, ne doit pas connaître de limites. À l'image de ce que défend au même moment Victor Hugo, le grand écrivain qui, dans un discours si typique de l'époque, apporte avec vigueur son soutien au projet colonial de la France. Dieu offre l'Afrique à l'Europe. Prenez-la. Prenez-la, non pour le canon, mais pour la charrue. Non pour le sabre, mais pour le commerce. Non pour la bataille, mais pour l'industrie. Non pour la conquête, mais pour la fraternité. Allez, faites. Faites des routes, faites des ports, faites des villes. Croissez, cultivez, colonisez, multipliez. Jules Ferry va dépasser les espérances de Victor Hugo. D'autant qu'il ne compte pas perdre un instant, car la Grande-Bretagne a déjà pris une longueur d'avance, se déployant de l'Inde à l'Afrique du Sud. Si la France ne veut pas être distancée, elle doit lancer des expéditions sur tous les continents et d'abord porter son regard au-delà du Sahara, vers l'immense Afrique noire. Ferry envoie un jeune officier, Pierre Savorgnan de Brazza, à la découverte de la mystérieuse Afrique équatoriale, là où aucun Européen ne s'est encore aventuré. L'officier de marine à l'âme d'explorateur veut être un des premiers à atteindre le fleuve Congo au sud de l'équateur. Depuis le petit comptoir français de Libreville au Gabon, Pierre Savorgnan de Brazza remonte le fleuve Ogooué et fonde une nouvelle station qu'il appelle Franceville. Puis, il part à la recherche du mythique fleuve Congo dont on ignore l'emplacement exact. Les derniers kilomètres seront les plus difficiles, comme il le racontera. Nous avons laissé notre radeau pour marcher sur un plateau inhabité. Brûlé par le soleil, plusieurs fois égaré, je me croyais perdu. À 11 heures du soir, après une dernière marche forcée, notre vue s'étendit tout à coup sur une immense nappe d'eau dont l'éclat argenté allait se fondre à l'ombre de hautes montagnes. Le Congo, le mystérieux fleuve, coulait majestueusement à nos pieds. C'était là un de ces spectacles qui imposent aux voyageurs un silence religieux. Dans ce silence, mon cœur de Français battait plus fort, car je savais qu'ici allait se décider le sort de ma mission. Brazza est un idéaliste et pacifiste qui refuse de faire usage de la force. Il séduit le roi des Batéké, Makoko Ier, et lui propose un accord.
Le roi, sans forcément mesurer les conséquences de sa signature, accepte le traité qui fait de son territoire le long du fleuve Congo un protectorat français dont la capitale sera Brazzaville. Le succès de la France au Congo crée de fortes tensions entre puissances européennes. Il devient impératif de s'entendre si chacun veut avoir sa part du continent noir. Alors, à Berlin en 1885, Anglais, Français, Belges et Allemands s'accordent sur les conditions de ce futur dépeçage de l'Afrique. Chacun pourra se lancer à l'assaut de nouveaux territoires à la condition de se mettre d'accord entre Européens sur les frontières départageant les possessions des uns et des autres. Cet accord de Berlin est comme le signal qu'attendait l'armée française pour s'élancer en Afrique sur plusieurs fronts, au départ des comptoirs français de Saint-Louis et de Dakar, au Sénégal. Des campagnes militaires d'ampleur qui exigent un grand nombre de soldats, et donc un recrutement local de forces supplémentaires. Comme elle le fera dans tout l'Empire, la France s'appuie ici sur les oppositions tribales ou religieuses pour attirer des volontaires. Grâce à une solde conséquente et à un statut protecteur, les tirailleurs sénégalais sont désormais plusieurs milliers. Ces soldats vont devenir l'armée coloniale la plus entraînée et la plus utilisée par la République pour mener sa conquête du continent. Et cette conquête va être sanglante. Car l'Afrique, loin d'être un terrain vierge de civilisation comme on veut se le faire croire à Paris, est structurée depuis des siècles par de nombreux royaumes et de grands empires nomades. Le premier adversaire à se lever sur le chemin des Français est le roi Béhanzin du Dahomey, futur État du Bénin. Béhanzin, présenté dans la presse parisienne comme un roitelet sanguinaire et esclavagiste, a surtout osé refuser le protectorat qu'on lui proposait. À plusieurs reprises, le roi du Dahomey interpelle le président de la République. Dieu a créé le noir et le blanc, chacun pour habiter la terre qui lui a été désignée. Le blanc s'occupe de commerce et le noir accepte de faire le commerce avec le blanc. Mais les rois du Dahomey n'ont jamais donné leur territoire. Ils ne le peuvent pas, c'est impossible. Et jamais nous ne céderons. De violents combats opposent les Français aux Amazones de Béhanzin. 5000 combattantes particulièrement entraînées, mais qui seront écrasées par les troupes coloniales. Béhanzin, comme l'Algérien Abdelkader avant lui, sera exilé loin de son Afrique natale, sur l'île de la Martinique. L'armée française progresse maintenant au nord du Dahomey. Mais la résistance va être d'une toute autre ampleur lorsque les officiers coloniaux vont affronter Samori Touré, chef guerrier mandingue régnant sur plus de 400 000 km². Un vaste empire nomade, unifié par l'islam, qui s'étendait de la Guinée actuelle à la Côte d'Ivoire et jusqu'au Burkina Faso. Pendant 15 ans, Samori Touré va se battre contre les Français. Mais malgré ses 30 000 hommes, Samori résistera difficilement à la puissance de feu française. Obligé de se replier, il est capturé en 1898. On le voit sur cette photographie écouter la sentence qui le condamne à l'exil sur une île du Gabon, où les conditions de détention seront telles qu'il mourra rapidement d'une pneumonie.
Avec la chute de Béhanzin, puis de Samori Touré, et bientôt celle d'Amadou le Tout-Couleur au Mali, c'en est terminé au tournant du XXe siècle des empires africains qui ont résisté tant qu'ils le pouvaient, avant finalement d'être tous balayés. En quelques décennies, les puissances européennes ont réussi leur mainmise sur le continent africain. L'Allemagne défend ses possessions de Namibie au sud, du Rwanda et de la Tanzanie à l'est, du Cameroun et du Togo à l'ouest. Le Portugal tente de préserver ses colonies d'Angola et du Mozambique. Les Anglais, eux, rêvent de faire la jonction entre le Caire au nord et le Cap tout au sud, grâce à leurs colonies du Kenya et d'Ouganda. Quant aux Français, ils sont enfin parvenus à réunifier autour du lac Tchad toutes leurs possessions africaines, depuis l'Algérie au nord, les comptoirs du Sénégal à l'ouest, jusqu'à Brazzaville, en Afrique équatoriale. Le domaine africain de la France est donc devenu particulièrement vaste. Les militaires français ne sont que quelques milliers pour plus de 10 millions d'habitants. Ils tentent de se déployer sur ce territoire grand comme l'Europe, construisant ici et là de petits forts, censés marquer la puissance française. De Dakar à Cotonou, en passant par Bamako, Abidjan ou Conakry. Mais souvent livrés à eux-mêmes, loin des villes, dans de vastes territoires désertiques, les officiers de l'infanterie coloniale doivent administrer, comme ils le peuvent, des tribus entières. C'est le cas du capitaine Émile Coquibus, perdu au cœur de la Guinée, et qui nous a laissé un fonds exceptionnel de photographies prises lors de ses séjours en Afrique noire. Les officiers, isolés, régulièrement frappés par des fièvres, sont souvent troublés par les conditions de leur séjour. Ils ressentent cette angoisse typique de la coloniale. Et si ces femmes et ces hommes, tellement nombreux, refusaient leur autorité? Coquibus, dans son journal, l'exprime à plusieurs reprises. Ce matin, le capitaine m'a fait part de son rêve de la nuit. Il était si terrible qu'il s'est réveillé en poussant un cri. Il y avait des tués et des cadavres palpitants. Les Noirs n'osent se défendre ni se plaindre. Mais à quand leur révolution de 1789? Pourvu qu'ils ne tournent pas un jour leur colère contre nous. À Paris, la belle époque illumine les années 1900 et les Français s'intéressent bien peu aux conquêtes coloniales de la République. On veut croire en la fée électricité, à la révolution de l'automobile et du cinématographe. De ce vaste empire que la France est en train de façonner, les Français ne savent rien, ou presque. Le peu qu'ils en connaissent vient de cartes postales exotiques envoyées par ceux qui ont fait le choix de partir aux colonies, comme on disait. Un exotisme qui joue sur la grandeur française et surtout sur l'érotisme supposé des femmes de l'Empire. Des femmes à la beauté enivrante, forcément soumises. Un imaginaire de la femme-objet à disposition du colonisateur
qui sera un puissant levier pour attirer de nouveaux candidats au départ, à destination de ce monde pour l'heure essentiellement militaire et masculin. Un monde colonial qui va en 1905 choquer l'opinion publique, lorsque des récits sanglants vont parvenir jusqu'à Paris. Plusieurs polémiques éclatent après la parution d'articles dans la presse satirique relatant tel ou tel massacre. Et à Paris, on commence à s'inquiéter de cette prétendue mission civilisatrice qui peut conduire aux pires excès de la part des militaires et des fonctionnaires français. Vers un homme dont les Français ne pourront contester l'intégrité. Ce sera Pierre Savorgnan de Brazza, le héros de l'Afrique équatoriale, qui fait depuis plusieurs années le bonheur des publicitaires et qui est tiré de sa retraite par devoir. Malgré sa notoriété en métropole, lorsque Brazza arrive à Libreville en 1905 pour commencer son inspection, l'accueil est glacial. Car le gouvernement qui manque de fonctionnaires pour ses colonies a préféré déléguer sa mission à 40 sociétés privées chargées d'administrer l'Ubangi, le Gabon et le Congo, en échange du monopole commercial sur les richesses locales, bois, ivoire, caoutchouc. Ce capitalisme colonial particulièrement vorace préfère s'enrichir au plus vite, plutôt que de créer des écoles ou des dispensaires, comme il s'y était engagé. Les sociétés concessionnaires ne souhaitent donc pas du tout que l'on vienne regarder de près leurs agissements. Pierre Savorgnan de Brazza compte pourtant bien mener sa mission à son terme. Et ce qu'il va découvrir est particulièrement effarant. La France a en effet instauré dans l'Empire une règle de plusieurs journées par an de travail obligatoire pour tous ses sujets, afin d'avoir de la main-d'œuvre pour construire des routes et des voies de chemin de fer. Mais les compagnies concessionnaires détournent à leur profit le système, obligeant les hommes à travailler dans leurs plantations. Pire, pour que les hommes se soumettent à ce travail forcé, elles ont pris la sordide habitude de séquestrer femmes et enfants dans un camp, en attendant que leurs maris terminent leur corvée. Et leurs conditions de détention sont telles que régulièrement les prisonnières, comme les enfants, ne survivent pas. Brazza comprend vite que les agissements des sociétés sont couverts par l'administration coloniale. Désespéré, il écrit à un ami. « J'ai trouvé dans l'Ubangi-Chari une situation impossible. C'est la continuation pure et simple de la destruction des populations. » Tourmenté par ce qu'il a découvert, Pierre Savorgnan de Brazza reprend le chemin de la métropole, rassemblant ses notes, afin de rédiger un rapport qui s'annonce explosif. Mais les conditions de sa mission, qui a duré 6 mois, l'ont affaibli. Et sur le chemin du retour, il ressent de violentes fièvres tropicales. Le bateau doit s'arrêter d'urgence à Dakar, au Sénégal. On transporte sa civière jusqu'à l'hôpital de la ville, où à bout de force, Pierre Savorgnan de Brazza s'éteint le 14 septembre 1905. Il y aura bien finalement un rapport Brazza, rédigé par une commission parlementaire à partir des notes de l'explorateur. Mais le document ne sera pas rendu public et sera envoyé aux archives par le chef du gouvernement, Georges Clemenceau, qui, une fois au pouvoir, ne critique plus du tout la grande œuvre civilisatrice française, malgré ses dérives.
Avec la mort de Brazza, c'est un idéal humaniste qui semble disparaître, tant la société française est en train de se radicaliser vis-à-vis des peuples colonisés, et notamment des Africains. Si Jules Ferry défendait sincèrement l'idée que tous les peuples pourraient progresser grâce à la colonisation, cette inégalité de civilisation s'est peu à peu transformée en une inégalité raciale, théorisée par certains scientifiques qui voudraient démontrer que les Blancs sont intrinsèquement supérieurs aux Noirs. Ainsi va la France en ce début de XXe siècle, qui fait un triomphe à Foutit et Chocolat sur la scène du Nouveau Cirque à Paris, comme une allégorie de la société de l'époque. Chocolat, de son vrai nom Raphaël Padilla, et Georges Foutit jouent les rôles devenus classiques au cirque de l'Auguste et du clown blanc. La maladresse de l'Auguste face à la rigueur du clown blanc. Mais cette fois, Chocolat et Foutit incarnent une inégalité visible et mise en scène pour le plus grand bonheur du public parisien. Car les Français sont en train de découvrir l'altérité lors d'expositions coloniales qui pour la première fois font venir jusqu'à eux ces peuples inconnus, à la couleur de peau différente. À Lyon, Nantes, Toulouse ou Marseille, ces expositions connaissent un grand succès. Des centaines de figurants sont notamment recrutés au Sénégal pour reconstituer des villages africains traditionnels, comme sur ces images tournées au jardin d'acclimatation de Paris. Des numéros au caractère folklorique dont les figurants sont rémunérés. Mais cette mise à distance des Africains, considérés comme des objets de curiosité, insuffle dans la société l'idée d'une hiérarchie entre les hommes. Et ces indigènes, comme on les appelait alors, que l'on exhibe avec leurs coutumes ancestrales, deviennent automatiquement, aux yeux du public, inférieurs aux Français et à leur civilisation. Moi, bon nègre, tout noir de la tête aux pieds, ce vous voulez voir. Venu à Paris, bon sans rigoler, mais moi bien tombé, toujours m'ennuyer. Aussi gauche à gouin, moi le diable, vouloir les tourner chez nous. Où ça? À la cabane bambou, bambou, à la cabane bambou. À la cabane bambou, bambou, à la cabane bambou. C'est une véritable mythologie coloniale que le gouvernement va forger peu à peu et diffuser dans la société, notamment sur les bancs de l'école. Des protèges-cahiers distribués aux enfants racontent les héros et les grandes heures de cette expansion française afin qu'ils s'imprègnent d'une histoire qui doit devenir la leur. Des enfants à qui l'on décrit sans leur épargner aucun détail morbide la dernière conquête française, celle de l'île de Madagascar, qui a fait plus de 20 000 morts parmi les Malgaches. Une campagne meurtrière, dirigée par le général Gallieni, que l'on présente aux enfants comme un héros. Un héros confronté à la reine de Madagascar, Ranavalona, qui, pour avoir osé soulever son peuple contre la France, sera obligé d'abdiquer et de partir en exil. Laissant en 1897 la place libre aux Français sur l'immense île de l'océan Indien. Cet empire qui ne cesse de s'agrandir et de déployer sa mission civilisatrice devient ainsi à l'école le meilleur support pour les leçons de géographie. En plus de Madagascar, devenue une colonie française dirigée depuis Tananarive, l'Empire français compte désormais les îles du Pacifique et de l'Océanie,
avec Tahiti, les îles Marquises et l'île pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie, toutes conquises au XIXe siècle. En Afrique, le ministère des colonies a créé 2 grandes zones administratives. L'AOF, Afrique occidentale française, dirigée depuis Dakar, et l'AEF, Afrique équatoriale française, dont la capitale est Libreville. Surtout, la France a créé en Asie une fédération d'Indochine, qui regroupe ses possessions du Cambodge, du Laos, du Tonkin, d'Annam et de Cochinchine. Une fédération que l'on surnomme bientôt la perle des colonies françaises. Lorsqu'Edgar Humbert s'embarque à Marseille en 1905, avec son épouse Marthe, ce sont 30 jours de traversée qui attendent le jeune couple pour rejoindre la péninsule indo-chinoise. Edgar Humbert, passionné de photographie, est lieutenant dans l'infanterie coloniale. Il doit rejoindre son régiment à Hanoï, au Tonkin. La traversée est une succession d'étapes exotiques qui éblouissent ceux qui ont la chance de partir. Et d'abord, Port Saïd, dans la colonie britannique d'Égypte. Puis c'est le passage du canal de Suez, que le Français Ferdinand de Lesseps a fait creuser pour relier la Méditerranée à la mer Rouge, afin de pouvoir rejoindre plus rapidement l'Asie. Puis ce sera Aden en Éthiopie, Colombo au Sri Lanka, et l'incroyable île de Singapour, le Gibraltar de l'Extrême-Orient, comme les Britanniques appellent alors leur colonie de Malaisie. Après plusieurs escales et des semaines de traversée, le paquebot arrive enfin en vue de Saïgon, capitale de la Cochinchine au sud de l'Indochine française. Dans la ville, édifiée presque entièrement par les Français pour concurrencer Singapour, Edgar Humbert est fier d'assister au défilé de ses camarades de l'infanterie coloniale. Une démonstration de force qui rappelle que la conquête de la péninsule a été ici aussi particulièrement violente. Une conquête en plusieurs vagues. En 1859 d'abord, au prétexte de défendre des missionnaires catholiques en Cochinchine, puis en 1881, à l'initiative de Jules Ferry, pour lutter contre l'impérialisme chinois au Tonkin. Cette expédition du Tonkin avait été d'une telle barbarie que les articles dans le Figaro, écrits par un jeune officier de marine, Pierre Loti, avaient alors fait scandale à Paris. Pierre Loti, dont les récits d'aventure feront plus tard la gloire, avait retranscrit honnêtement ce que ses camarades matelots avaient ressenti pendant la bataille. Et le résultat pour le lecteur du Figaro avait été glaçant. Les derniers anamites dégringolent des murs, absolument affolés. Les Français tirent sur eux presque à bout portant et les abattent en masse. Ceux qui avaient la poitrine crevée criaient d'une manière profonde et horrible, en vomissant leur sang dans le sable. On tuait presque gaiement, déjà grisé par les cris, la fumée, par la couleur du sang. Et on se réjouissait de voir tous ces incendies, de voir comme tout allait vite et bien, comme tout ce pays flambait. Marthe et Edgar Humbert, 25 années plus tard, sont éblouis par l'œuvre coloniale française lorsqu'ils arrivent enfin à Hanoï, capitale de l'Indochine. Le jeune couple se promène dans ces nouveaux quartiers que les Français ont imaginés à côté de la vieille ville,
et où trône désormais une cathédrale flambant neuve, non loin de la rue Paul Bert et de l'Opéra Français construit en miniature sur le modèle de l'Opéra Garnier. Edgar et Marthe sont heureux dans cette capitale aux airs provinciaux qui voit le jeune couple emménager dans une belle demeure à la décoration coloniale si typique. Marthe est le premier modèle de son mari, photographié dans leur intérieur cossu et dans son intimité. Une vie qui pourrait sembler douce et propice à la rêverie si Edgar, l'officier de l'infanterie coloniale, n'avait pas rejoint son régiment composé de tirailleurs indochinois recrutés sur place. Des supplétifs de l'armée française chargés comme partout dans l'Empire de maintenir l'ordre. Et l'ordre, c'est la lutte contre ceux que l'on appelle alors les pirates. Les pirates, ce sont tous les adversaires de la présence française que l'on dénomme ainsi afin de discréditer leurs opérations contre la puissance coloniale. Cette occupation française est notamment contestée par un groupe autour de l'intellectuel Phan Boi Cho qui tente de faire naître un sentiment national vietnamien. Aidé de la Chine et du Japon, il fomente plusieurs complots contre la France, dont le plus célèbre se déroule en 1908. Le projet de ces rebelles était d'empoisonner toute la garnison française de Hanoï avec la complicité de certains tirailleurs indochinois. La répression de la France sera d'une sévérité extrême à l'encontre des tirailleurs que l'on voit ici dans la prison de Hanoï porter l'humiliante cangue en bois traditionnelle. Plusieurs d'entre eux seront condamnés à mort et décapités. Une exécution sordide, en public, que l'on photographie pour en faire ensuite des cartes postales qui seront envoyées en métropole. Bon souvenir d'Indochine et de la rigueur française face à ses ennemis. Présente désormais sur tous les continents du globe, la France n'en a pourtant pas encore terminé avec son ambition coloniale démesurée. À la Chambre des députés, un parti colonial s'est constitué, recrutant au sein de tous les groupes politiques une centaine d'élus favorables par idéologie ou par intérêt aux colonies françaises. Ce parti colonial, dirigé par le député d'Oran Eugène Etienne, est devenu en quelques années incontournable. C'est sous son influence qu'a été menée l'opération de Madagascar, et c'est ce puissant lobby qui s'apprête une nouvelle fois à plonger le pays dans une longue et sanglante guerre impériale. Car il reste encore un territoire africain à conquérir, qui pourrait permettre à la France de contrôler toute l'Afrique du Nord. Le sultanat du Maroc va donc devenir sa nouvelle cible. Le jeune sultan Moulay Abdelaziz, à l'abri des hauts murs de son palais de Fès, était pourtant parvenu à préserver l'indépendance de son petit pays, poursuivant la politique de ses prédécesseurs qui commerçaient depuis longtemps avec les Européens. Allemands, Français, Espagnols et Britanniques étaient les bienvenus dans le port de Tanger et le long de la côte. Mais dans une tragédie en 3 actes, dont les acteurs seront les puissances européennes, le Maroc va voir son destin lui échapper. Le premier acte débute en 1904, lorsque la France et la Grande-Bretagne décident de solder leurs contentieux coloniaux et de s'allier. Ce que l'on a appelé l'entente cordiale comporte plusieurs protocoles, dont un qui consiste à échanger le droit des Anglais à contrôler l'Égypte contre celui des Français à contrôler le Maroc.
Un accord qui exaspère l'Allemand Guillaume II. Le Kaiser fait alors une entrée fracassante dans les rues de Tanger, en 1905, pour soutenir le sultan marocain face aux appétits français. La tension est telle que l'on convoque une conférence internationale à Algésiras en 1906. Mais les Français et leurs alliés parviennent à imposer leur vue aux Allemands. Les Marocains, impuissants, sont alors obligés de céder à la France et à l'Espagne le contrôle des villes côtières de Tanger et Casablanca. Si les deux puissances n'ont pas le droit d'intervenir à l'intérieur du pays, elles peuvent désormais déployer leurs troupes le long de la côte, comme elles l'exigeaient. Mais sur le terrain, les Marocains ne vont pas se laisser faire. Lorsqu'en 1907, le croiseur français le Galilée débarque 60 hommes dans la ville de Casablanca, la réaction des tribus berbères est immédiate. Plusieurs soldats français sont tués. En représailles, le commandant du Galilée décide de bombarder Casablanca. Des milliers de Marocains perdent la vie. Le pouvoir du sultan Moulay Abdelaziz ne résistera pas à l'onde de choc. Il doit abdiquer sous la pression de son frère, qui lui reproche d'avoir bradé la souveraineté marocaine à la conférence d'Algésiras. Le nouveau sultan Moulay Abdelhafid pense, lui, pouvoir tenir tête aux Français et aux Espagnols. Il n'en sera rien. Sous la pression du parti colonial, qui pousse à l'annexion du Maroc, et sous le prétexte toujours le même de troubles à la frontière algérienne, la France multiplie les opérations militaires à partir de 1908, s'engageant dans une guerre coloniale de plus de 25 années, sans doute la moins connue de son histoire. Ces opérations sont soutenues par une large majorité de députés, à l'exception notable des socialistes. Leur leader, Jean Jaurès, dénonce à plusieurs reprises à la tribune ces interventions particulièrement violentes. Messieurs, à mesure que notre intervention au Maroc est plus étendue, plus dure et plus brutale, je me demande avec une angoisse croissante et sincère de quel droit nous portons la guerre et le feu au cœur même de ce pays. Au Maroc, il y a un peuple effervescent et indépendant qui a plus que nous ne l'imaginons la fierté de sa vieille histoire, qui se rappelle qu'il a successivement refoulé de son sol les Portugais, les Espagnols, les Anglais. Ce n'est pas un peuple accoutumé à subir en silence une domination tyrannique. Mais les dénonciations de Jaurès resteront vaines. Et les soldats français continuent de partir en nombre vers le Maroc. Alors, dans un deuxième acte, c'est l'Allemagne qui pousse ses pions. Le Kaiser Guillaume II comprend que la France ne compte pas respecter l'accord d'Algésiras et qu'un partage du Maroc est devenu inéluctable. Il envoie au large d'Agadir ses croiseurs, le Panthère et le Berlin, menaçant d'intervenir militairement. Un coup d'Agadir qui permet à l'Allemagne d'exiger des compensations en contrepartie de son éventuel accord sur le découpage du pays. Et lors du troisième acte de ce drame marocain, en 1912, c'est une nouvelle fois un partage territorial entre Européens qui est finalement décidé. La France obtient un protectorat sur le Maroc comme elle le souhaitait. En échange, elle doit céder à l'Allemagne des terres françaises en Afrique équatoriale afin d'agrandir la colonie allemande du Cameroun. L'Italie, elle, est autorisée à s'installer en Libye. Quant à l'Espagne, elle gardera le contrôle du nord du Maroc, autour de Ceuta, ainsi qu'au sud, dans la province du Sahara occidental, appelée Rio de Oro. Comme elle le fait pour toutes ses conquêtes coloniales, c'est un militaire que la France choisit
pour diriger son nouveau protectorat du Maroc. Lorsqu'il parade à cheval dans les rues de Casablanca, le général Hubert Lyautey a derrière lui une longue carrière d'officier colonial, passé par Madagascar, puis par l'Indochine. Après les campagnes violentes d'un Bugeaud ou d'un Gallieni, voici venu le temps d'un visionnaire de l'Empire, obsédé par la mission civilisatrice de la France. Mais Lyautey devra remettre à plus tard l'ambitieux plan qu'il a en tête pour le royaume. Car il doit faire face à un soulèvement généralisé des tribus marocaines qui n'acceptent pas le protectorat français. Alors, pour tenter de circonscrire la rébellion, le général fait venir de métropole et d'Afrique noire des milliers de soldats supplémentaires. Et l'armée française de s'enfoncer en direction du sud et de s'installer dans des campements à perte de vue. Ils sont 50 000 soldats dès 1912 et ils seront 70 000 en 1913. Lyautey veut obtenir la reddition des chefs de tribu par tous les moyens. Mais la France n'aura pas le temps de terminer sa campagne marocaine. Le général Lyautey doit brutalement interrompre ses opérations à l'été 1914, lorsque l'opposition entre l'Allemand Guillaume II et le Russe Nicolas II entraîne tout le continent européen dans la guerre. Pour surmonter l'épreuve qui l'oppose à l'Allemagne, la France va devoir mobiliser plus de 6 millions d'hommes. Mais elle peut désormais compter sur ses colonies, conquises depuis 1830. Plus de 600 000 soldats et 200 000 ouvriers vont ainsi venir d'au-delà les océans. Sur les plages de la Somme, comme sur les routes de Champagne, vont déferler l'impressionnante cavalerie des spahis algériens. Les tirailleurs sénégalais, les tirailleurs venus d'Algérie et du Maroc, ceux arrivés de l'île de Madagascar, ceux venus de la lointaine Indochine, comme les soldats kanaks et papous débarqués des îles de l'océan Pacifique. Pour la première fois, les Français mesurent réellement l'importance de leur empire colonial qui va permettre au pays de tenir tout au long des 4 années de cette Première Guerre mondiale dévastatrice. Une guerre finalement remportée par la France et ses alliés, pendant laquelle 1 400 000 Français perdront la vie, dont plusieurs dizaines de milliers de tirailleurs. Et quand les soldats des colonies défilent sur les Champs-Élysées pour fêter la victoire, la France, renaissant de ses cendres, compte plus que jamais renforcer son empire. Mais cet empire tout-puissant, qui s'apprête à vivre son apogée, est un colosse aux pieds d'argile. Et la France, si elle souhaite le conserver, devra y mener de profondes réformes. Ce qu'elle va s'avérer